Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 60e review consacré à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Dai et Pop a été diffusé le 4 décembre 2021 et couvre la fugue du jeune héros tiraillé par la peur et les doutes. Il adapte du chapitre 217 jusqu'à la fin du 220e, continuant ainsi de couvrir le tome 24 du manga. L'épisode 60 de Dai no Daiboken a été storyboardé par Daisuke Yoshida, animateur formé par le légendaire Toyo Hachida au studio Live, ce qui lui a ainsi permis de participer à Cowboy Bebop, Trigun et Hajime no Ippo. Hiraoki Miyamoto, le réalisateur de cet épisode, a d'ailleurs félicité le storyboard de Yoshida et a même eu peur de le dénaturer tellement il le trouvait bien. 3 animateurs ont été en charge de la direction de l'animation, en plus du duo Mitsuru Nazukawa et Akira Kano, qui ont déjà travaillé ensemble sur l'épisode 48. S'ajoute Shinya Kitamura, qui travaille sur la série depuis l'épisode 7 en tant que simple animateur. Il est enfin temps d'analyser cet épisode 60 et nous pourrons voir ensemble qu'il a réussi à retranscrire l'ambiance particulière de ce moment de doute dans le cœur de notre petit héros. L'épisode débute avec Yunkel et Crocodile enfermés dans une prison du Vern Palace. Dans les cases de base, les regards des personnages étaient noircis pour souligner leur triste condition. Le roi des carnassiers enrage d'avoir été fait prisonnier et d'être devenu un appât pour piéger Dai, et Yunkel aurait également préféré donner sa vie plutôt que de devenir un poids. Le plan utilise un fond avec ses amis, ce qui reprend fidèlement la planche d'origine. Le beau gosse immortel repense toutefois à Amy qui lui a demandé de cesser de défier la mort. A la base, comme souvent, le regard de l'ancien légat était plus marqué que dans cette adaptation. Mizworm débarque devant eux et leur annonce leur exécution. Pourtant, il souhaite donner une dernière chance à Yunkel en lui proposant de boire l'aura des ténèbres. A la base, une légère aura entourait l'éminence grise lorsqu'il faisait cette proposition, ce qui renforçait la sensation de mystère qu'il y avait autour du personnage. La réplique de Crocodile a été allégée, il disait à Mizworm que son frère d'armes n'accepterait jamais un tel marché. Pourtant, contre toute attente, Yunkel dit à son ancien mentor de lui laisser du temps pour réfléchir. Crocodile en hurle de rage. Comment son ami peut-il envisager de les trahir? Le travail de son seiyuu Tomoaki Maeno est convaincant et reprend bien toute la hargne que l'on pouvait lire dans les yeux de la bête sauvage dans les cases d'origine. De plus, l'effet électrique qui s'active quand il tire trop ses chaînes est plutôt bien représenté. L'équipe d'animation a même rajouté de la fumée quand il est cuit à point. Pendant un bref instant, nous pouvons voir un plan sur Yunkel où il apparaît plus mature et âgé, ce qui correspond davantage au personnage. Il demande à son ami de lui faire confiance car, pour la première fois de son existence, il veut saisir une chance pour vivre un peu plus longtemps. On retourne du côté de Dai qui se fait laminer par Vern dans un cauchemar. Le souci du détail est appréciable avec la reprise d'une mise en scène qui fait exploser la carte du monde en même temps que le héros. Ce détail était présent dans le manga mais c'était assez subtil. Toujours dans l'œuvre d'origine, il se réveillait en sueur et on pouvait bien sentir sa détresse. Ici, les effets de transpiration ont disparu, ce qui réduit un peu l'impact émotionnel. Le jeune garçon a à peine le temps de se remettre qu'il entend ses amis discuter dans une pièce non loin de là. Pour eux, se remettre au combat semble une évidence. Pop et Leona sont d'ailleurs tout sourire quand ils se disent qu'un petit discours de Dai pourra revigorer les troupes. Cette légèreté était d'ailleurs encore plus marquée dans le manga avec une bulle dans laquelle on pouvait voir Nova en train de rigoler. Malgré leur lien, les amis de Dai n'ont de toute évidence pas pris la mesure de la tragédie qu'a été la mort de Baran pour Dai et n'ont pas imaginé à quel point cette défaite a pu le marquer. Une musique triste nous emporte en même temps que le refus de Dai de continuer à se battre. Dans le manga, quand Leona décidait de s'enquérir de son état, le visage de notre héros était métamorphosé par la peur et on le voyait courir à travers un couloir.
Dai court dans la forêt visiblement complètement terrorisé à l'idée de reprendre le combat. On le voit alors se téléporter vers un lieu encore inconnu, ce qui n'était pas le cas dans le manga. D'ailleurs, dans ce dernier, la scène avec Chu était un peu plus longue et nous présentait sur 2 pages les nouvelles recrues. Quelques effets graphiques humoristiques étaient présents et cela tranchait un peu trop avec le moment. C'est donc une bonne idée d'avoir raccourci ce passage dans l'anime en se concentrant davantage sur les doutes de Dai. Le chapitre 217 se concluait ainsi avec l'annonce de la disparition du héros. Arrivé à sa destination, le jeune garçon pleure de désespoir. Pourquoi ses amis veulent-ils le renvoyer à une mort certaine? Il n'est pas aussi fort qu'ils peuvent le croire, il n'est pas le héros qu'ils voient en lui. L'adaptation nous montre les larmes du jeune garçon tombé sur le sol, tandis qu'il ne pleurait pas à ce moment-là dans le manga, mais c'est une excellente idée de mise en scène. Hakim et d'autres soldats commencent à chercher le petit héros en l'appelant, tandis que la scène était silencieuse dans le manga, sans aucune bulle. La scène est poignante, on voit bien que tout le monde est perdu suite à cette disparition. Nous avons déjà pu entendre la musique de Yuki Hayashi dans d'autres circonstances, mais force est de constater qu'ici, elle colle parfaitement à la situation. Leona n'arrive pas à croire que Dai ait pu les quitter, mais Flora lui dit que ce n'est pas par peur du combat, mais plutôt parce qu'il se demande s'il est à la hauteur de son titre de héros. On notera d'ailleurs que le visage de Leona est assez gracieux dans ce passage, ce qui tranche avec les traits originaux de la jeune femme. De son côté, Pop essaie lui aussi de trouver où a bien pu aller Dai et va à la rencontre de Mam en train de broyer du noir. Une réplique a d'ailleurs été modifiée dans laquelle le mage disait à la jeune femme qu'elle n'était pas du genre à pleurer comme une vraie gonzesse. Cela a proprement été modifié pour éviter les procès de misogynie. Pop redevient sérieux en rassurant Mam. Lui qui a été lâche plus d'une fois est toujours là. Ça ne paraît rien comme ça, mais c'est la première fois que Pop va toucher Mam avec autant d'assurance, sans même s'en rendre compte. La façon dont il va prendre les mains de la Budoka et poser la sienne sur ses épaules tranche radicalement avec ses pitreries habituelles. Il ne le voit sûrement pas par lui-même, mais la jeune femme semble surprise par la prise de maturité. La scène ne traduit pas forcément le design original de la jeune femme, car dans le manga, ses regards sur le jeune garçon étaient bien plus marqués, mêlant surprise puis douceur. Alors que le mage retourne chercher Dai, il entend une conversation entre Hakim et ses soldats, qui se demandent si le garçon n'aurait pas utilisé l'Ura pour s'échapper. A la base, Hakim n'est pas présent dans le manga, et c'est plutôt cool de lui donner plus d'envergure dans cette adaptation. À l'évocation de l'Ura, Pop semble avoir un éclair de génie et regarde dans le ciel. La case de base était magnifique avec un Pop de profit et un air sérieux. La lune n'était d'ailleurs pas représentée, mais c'est l'élément qui va permettre de créer une continuité dans cet épisode, en utilisant son reflet dans le lac de Terran. Dai est en effet retourné sur les terres des chevaliers dragons. Il observe un petit garçon en train de prier le dieu dragon pour que le héros batte l'empereur du mal. Les plans sur la stèle sont vraiment réussis et la musique permet une nouvelle fois de créer une ambiance mystique. Dai se recroqueville contre un mur et se maudit d'être impuissant, tandis qu'il observe le petit garçon retourner chez lui. Dans le manga, c'était complètement différent. À la base, Dai voyait le jeune garçon trébucher avec son encensoir. Le petit garçon expliquait alors à Dai qu'il allait prier pour que le héros détruise l'armée du mal. Le visage du garçonnet était tellement innocent et jovial quand il demandait à Dai s'il pensait que les dieux allaient réaliser son vœu. Dai se relevait alors subitement et demandait au garçon de repartir chez lui. Il finissait par courir en repensant à ce que Mother Dragon lui avait dit. Vern est bien trop puissant pour être vaincu. D'ailleurs, le jeune garçon ressemble étrangement à Beat, le personnage principal de l'actuel manga de Koji Nada et Riku Sanjo, Beat the Vandelbuster, un excellent manga dont les 13 tomes sont actuellement disponibles aux éditions Kana. Dai pleure contre un arbre, seul et abattu. La lumière de la lune nous enveloppe alors, et la mise en scène est absolument grandiose. Pop apparaît baigné dans la lumière de l'astre, comme pour symboliser l'ultime espoir permettant de toucher le cœur de Dai. Le travail sur la colorimétrie est remarquable. Cette page a probablement marqué bien des fans, tant elle pouvait définir le lien entre les deux jeunes garçons après toutes ces batailles. Ironiquement, le lâche du début de l'aventure était celui qui se tenait devant le héros pour l'accompagner dans ses doutes. Une page du manga a toutefois été supprimée, dans laquelle Leona apprenait la fuite de Pop, tandis que Flora semblait déconcertée. Ce passage nous présentait également le visage d'une Mam confiante, persuadée que Pop était parti rejoindre Dai pour le ramener parmi eux.
Étant donné que la mise en scène de l'épisode tourne autour de la relation de Pop et Dai, c'est un choix assez judicieux d'avoir retiré cette partie, même si on pouvait voir le regard de Mam sur le mage changer et à quel point elle avait maintenant confiance en lui. Dai et Pop se retrouvent près de la stèle permettant de prier les dieux dragons. Le jeune garçon demande au mage comment il a bien pu le retrouver. Son ami lui révèle alors qu'il n'était pas encore habitué à ce sort. Il l'avait déjà emmené dans un endroit empreint de souvenirs. Pour Dai, cela devait forcément être l'endroit où il avait rencontré son père pour la première fois. Ces passages étaient illustrés par des arrière-plans dans le manga, avec une subtile liaison vers le présent. Ces planches présentent vraiment tout le génie de Koji Inada lorsqu'il s'agit des mises en page avec des flashbacks. L'épisode marque des temps de silence propices à l'introspection et à la hauteur de la profondeur de la relation entre les protagonistes. Dai se demande pourquoi Pop ne le sermonne pas, mais qui serait-il pour le juger, lui qui était le premier à prendre les jambes à son cou pour fuir le combat? La scène permet de mettre en lumière le caractère à la fois mature du magicien, mais aussi sa jovialité naturelle, lorsqu'il parle de sa propre lâcheté en riant à gorge déployée. Dans le manga, c'était encore plus marqué avec un fond particulier, mais force est de constater que cela a très bien été adapté ici. Le jeune garçon a tout donné ce qu'il avait, mais ça ne suffit pas. Il en détruit une colonne de frustration. La musique, encore elle, nous emporte une troisième fois dans cet épisode. Dai révèle toute son admiration pour les héros, mais il n'est pas à la hauteur de son rêve et de ses mentors. Dans la page d'origine, ses paroles étaient accompagnées par son insouciance de Dermlin, puis sa rencontre avec Maître Avan. Il voulait devenir plus fort pour être à la hauteur, mais ce pouvoir, aussi grand soit-il, ne suffirait pas à vaincre Vern. Et à la fin, il sait qu'il verra tous ceux qu'il porte dans son cœur mourir sous ses yeux, comme ce fut le cas avec son père. Pop décide de ne plus lui forcer la main, mais que quoi qu'il arrive, il continuera le combat, même sans Dai, même s'il devait tomber au combat. Cette bataille n'est plus pour ses frères d'armes ou même le monde, mais pour eux-mêmes. Tandis qu'il apporte sa main sur l'épaule de son ami, Pop nous montre toute la force et le courage qu'il a en lui. L'adaptation reprend avec justesse son regard empli de détermination. Pop se moque bien que Dai soit un héros ou un chevalier dragon. Pour lui, Dai est son ami. Dai est Dai. Yuki Hayashi nous gratifie encore d'une masterclass avec une mélodie accompagnant ce passage d'amitié incroyable, ce qui aura peut-être mis des larmes aux yeux de certains d'entre vous. Dai se demande ce qu'il doit faire, mais en réalité, il a déjà la réponse dans son cœur. La luminosité de l'épisode tranche assez avec le manga, dans laquelle ce passage de nuit est assez sombre. Ici, la lumière de la lune emplit les personnages du début jusqu'à la fin, et renforce la narration emplie d'espoir. Ce passage du manga est peut-être un des plus intimistes et qui nous montre que les moments de doute et de désespoir existent dans le cœur des héros. Mais, comme souvent dans les œuvres de ce type, l'amitié et l'amour que se portent les personnages permettent de réinsuffler aux personnages une force qui ne les avait en réalité jamais quittés. On se retrouve du côté du QG qui attend toujours le retour de Dai. Dans le manga, plusieurs cases insistaient sur la déception de certains protagonistes comme Gomez. Finalement, le petit héros est de retour, introduit par la reine Flora. Il est honnête dans son discours. Il révèle que même Mother Dragon pense qu'il sera trop faible pour vaincre Vern. Mais il ne laissera jamais le monde être ravagé et demande à la foule de lui prêter main forte. Les forces armées sont revigorées et Leona prend Dai dans ses bras, tandis que le reste de ses amis la rejoignent pour célébrer le retour du héros. Pop lui fait d'ailleurs la remarque qu'il a mis du temps pour se décider, ce qui n'est pas le cas dans le manga. La reine Flora indique alors son plan. Il faut d'abord réunir les 5 disciples d'Avan. C'est là-dessus que se terminait le chapitre 219 du manga. Évidemment, nous savions tous à ce moment-là qu'il n'y avait que 4 disciples d'Avan. On se demandait alors bien qui était le dernier. Dans le manga, Pop énumérait les différents disciples et indiquait respectueusement à la reine que son plan avait un problème. Mais le dernier disciple d'Avan était une femme, en l'occurrence la reine Flora elle-même. Elle révèle d'ailleurs que l'insigne des disciples a été fait dans une pierre appelée la mysticite, traduite en pierre de lumière dans la version Tomcam du manga. Elle renforce le pouvoir sacré de ses utilisateurs contre les forces du mal. Ainsi, l'équipe était bluffée. Dès le début, sans le savoir, grâce à cet équipement, les souvenirs de leur combat font surface. Jamais ils n'auraient pu gagner sans cette aide de Maître Avan. Dans le manga, on pouvait voir aussi une planche avec les combats les plus difficiles qui tenaient qu'à un fil.
Toujours dans l'œuvre originale, on apprenait que la reine Karl avait également fait don à Avan d'un objet légendaire, le talisman de Karl, en témoignage de son amour pour lui. Cela a été retiré de cette adaptation et on ne comprend pas bien pourquoi, mais nous n'en dirons pas plus. La reine Flora finit par donner le talisman à Léona pour qu'elle devienne la dernière disciple. Cette scène est un peu expéditive, là où plusieurs pages étaient dédiées à cette intronisation. Enfin, Flora révèle que la princesse devra subir une terrible épreuve pour obtenir le sort Minacator, appelé ici Purgasor dans cette localisation. Elle devra ainsi parcourir la grotte de la purification. Léona se demande si elle est digne d'être un disciple d'Avan, sans avoir étudié à ses côtés, et la reine de Karl commence à lui raconter les exploits du héros. L'épisode s'arrête ici avec une transition toute trouvée pour le flashback d'Avan. Cet épisode présente une idée assez novatrice pour l'époque avec un héros en plein doute, non pas par peur de perdre face à un adversaire surpuissant, mais par peur de décevoir les autres et de ne pas être à la hauteur de son titre de héros. La pression qui s'exerce sur les épaules d'un sauveur n'avait pas encore été exploitée par le Shonen Jump, et Dai doit assumer le poids de sa lignée légendaire. Ce jeune garçon qui admirait les héros et voulait en devenir un, doit maintenant accepter les responsabilités. Le sujet est traité de façon assez tragique en y ajoutant le deuil du héros et le chagrin qui accompagne la mort de son père. D'un autre côté, l'intrigue met en avant le personnage de Pop qui était un simple mortel et une figure à laquelle le lecteur peut facilement s'identifier. Le mage arrive pourtant à trouver les mots qu'il faut pour toucher le cœur de son ami et accepter de réussir l'impossible. Il n'est pas seulement question de se battre pour les autres, mais c'est aussi leur propre survie qui est en jeu. L'épisode a réussi à imposer un rythme adapté à la situation et propice à l'introspection des personnages. Le duo Dai-Pop et leur lien a vraiment bien été mis en avant et respecté avec une utilisation intelligente de luminosité de la lune pour mettre en exergue le rôle essentiel du magicien. Ainsi, le faire baigner dans la lumière lors de son arrivée vers Dai était une excellente idée d'un point de vue symbolique. De plus, les seiyuu ont été exceptionnels et ont réussi à nous transmettre toute l'émotion du manga. Leur prestation et la mise en scène autour de cette amitié indéfectible aura probablement mis les larmes aux yeux de bien d'entre nous. Au-delà de sa relation avec Dai, Pop a prouvé à Amam qu'il était un ami fidèle et a fendu l'armure probablement sans même s'en apercevoir. Le lâche du début de l'aventure est vraiment devenu un pilier pour le reste de l'équipe. Quelques modifications ont été opérées, comme l'introduction humoristique de l'armée de Chiu ou la rencontre entre Dai et le petit garçon, mais tout a été fait pour mettre en valeur les relations profondes entre les personnages principaux. Les ajustements ont donc été la bienvenue. En conclusion, adapter ce passage si particulier du manga n'était pas une tâche facile tant elle était intimiste. Les musiques de Yuki Hayashi ont ainsi réussi à magnifiquement accompagner les doutes de notre héros et sa relation avec Pop qui fait tout le charme de cette incroyable épopée. Pari réussi pour l'équipe, un grand bravo. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? En tout cas, cette 60e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez apprécié. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous connaissez un peu Vegas Pro Filmora, bah écoutez, n'hésitez pas à nous filer un petit coup de main, votre aide sera la bienvenue. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous, chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine. Salut!